Il m'appartient effectivement aujourd'hui de vous entretenir de cette question. Quelle procédure simplifiée pour le recouvrement des créances de consommation? Il ne semble plus faire de doute aujourd'hui que la technique la plus adéquate, la plus adaptée pour recouvrer les créances incontestées est la technique de l'inversion du contentieux. Technique que vous connaissez, qui consiste à inverser l'ordre logique des choses, à délivrer un titre à l'encontre d'un débiteur de façon unilatérale, à son insu, et de ne déclencher le débat judiciaire contradictoire que si le débiteur s'oppose, se manifeste, et donc s'oppose au titre qui lui a été notifié ou signifié dans l'intervalle. Lorsque l'inversion du contentieux est utilisée en matière de recouvrement de créances incontestées, elle prend l'appellation de procédure d'injonction de payer, au sens large. La procédure de RCI est, à sa manière, une sorte de procédure d'injonction de payer. Au vu des écrits de la Chambre nationale des huissiers de justice, des statistiques qui ont été faites, il semblerait que le RCI fonctionne assez bien. Se pose donc la question de savoir s'il est pertinent, autorisé, permis d'élargir le champ d'application de cette procédure, qui est actuellement réservée au B2B, au B2C. Cette question nous amène à nous interroger finalement sur les grands principes qui sous-tendent, qui encadrent toute procédure d'injonction de payer. Ces règles fondamentales qui doivent à tout prix être respectées pour pouvoir inverser une procédure. Il y a 3 types de règles fondamentales qui doivent être respectées pour créer une procédure d'injonction de payer. Les premières règles, je vais peut-être avancer dans le PowerPoint, pardon. Voilà. Ce sont donc ces jalons processuels fondamentaux. Ce premier type de règle est constitué tout d'abord du principe d'égalité et de non-discrimination. Ensuite, le deuxième jalon processuel fondamental est constitué des garanties du droit au procès équitable. Et enfin, le troisième jalon processuel fondamental qui doit encadrer toute procédure inversée de recouvrement de créances incontestées est composé du droit européen de la consommation. Et on se spécifie ici vers les litiges de consommation. Je m'attarderai évidemment davantage sur ce troisième jalon processuel fondamental. Petite nota bene, j'attire votre attention sur une erreur qui se trouve dans le PowerPoint, se poser la question de l'élargissement du champ d'application d'une manière ou d'une autre du RCI aux procédures B2B, ou finalement de la question de savoir quelle procédure de recouvrement de créances pour les législateurs en B2C, nécessite d'attendre évidemment l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été saisie d'un recours en annulation et non pas d'une question préjudicielle comme c'est mentionné dans le PowerPoint, arrêt de la Cour constitutionnelle qui est attendu et qui devrait en principe nous parvenir dans les prochains mois et qui se prononcera donc sur la validité du RCI. Le premier jalon processuel fondamental qui encadre donc la procédure d'injonction de payer, procédure au sens large, est le principe d'égalité et de non-discrimination. Vous le savez tous, les règles procédurales, les règles de procédure civile sont soumises aux exigences d'égalité et de non-discrimination qui sont consacrées par les articles 10 et 11 de la Constitution. En matière de recouvrement de créances incontestées, le principe d'égalité, l'appréciation du principe d'égalité et de non-discrimination peut prendre 2 figures, s'examiner sous 2 angles. Tout d'abord, le recouvrement de créances par procédure simplifiée, donc par injonction de payer, doit être comparé au recouvrement de créances ordinaires. Il n'y a pas lieu qu'un débiteur qui soit concerné par une procédure d'injonction de payer se retrouve discriminé au regard du débiteur qui est assigné dans une procédure classique. Premier angle de vue. Deuxième angle de vue qui peut être apprécié à travers ce principe d'égalité et de non-discrimination consiste à comparer le recouvrement interne au recouvrement européen, et donc de comparer la procédure nationale à la procédure transfrontière, qui est la procédure européenne d'injonction de payer. Il ne faudrait pas qu'un débiteur ou un créancier se retrouve lésé pour la simple raison que son débiteur ou ce créancier se retrouve en Belgique et non pas à l'étranger. Et donc, cette analyse des choses impose de comparer les garanties qui sont offertes par la procédure européenne d'injonction de payer
au regard des garanties qu'offre le droit national interne. Finalement, sous ces deux confrontations, recouvrement par injonction de payer versus recouvrement par voie classique et recouvrement interne versus recouvrement transfrontière, la question se résout de façon identique. Toute différence de traitement n'est pas en soi discriminatoire, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif, qu'elle soit raisonnablement justifiée et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but et les moyens employés. La question de la comparabilité du recouvrement interne au recouvrement transfrontière n'est pas si évidente. En réalité, la Cour constitutionnelle semble considérer qu'il n'y ait pas lieu de comparer ces deux procédures, la procédure interne à la procédure européenne d'injonction de payer. Dans un arrêt du 12 octobre 2017, la Cour constitutionnelle a considéré que la procédure sommaire d'injonction de payer, qui est organisée aux articles 1338 et suivants du Code judiciaire, ne devait pas être comparée à la procédure européenne d'injonction de payer. Plus précisément, on invitait la Cour à se prononcer sur la différence de traitement probatoire qui oppose la procédure sommaire d'injonction de payer, qui requiert du créancier qu'il produise un écrit émanant du débiteur, au regard de ce qu'offre la procédure européenne d'injonction de payer, qui, elle, se contente d'une description des éléments de preuve à l'appui de la créance. Et là, la Cour constitutionnelle a considéré, sans beaucoup de développement, que l'affaire pendante devant le juge Acquo étant exclusivement située dans l'ordre interne, il n'y avait pas lieu de comparer la procédure qui lui est applicable avec la procédure prévue par le règlement européen 1896/2006. Alors, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est assez peu motivé et donc nous laisse un peu sur notre faim. Il nous surprend au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de discrimination à rebours. Depuis 2013, la Cour constitutionnelle s'autorise à opérer son test de constitutionnalité dans ces cas de discrimination à rebours. Ici, c'est cette question finalement qui se pose, celle d'une discrimination à rebours. Est-ce que le législateur belge ne discrimine pas les situations internes au regard des situations transfrontières? On peut se poser la question donc de la justification sur laquelle repose la position de la Cour constitutionnelle. Alors, est-ce que la Cour a entendu renverser sa jurisprudence en matière de discrimination à rebours? On peut, à mon avis, sans doute exclure cette possibilité, mais est-ce qu'elle n'a pas entendu y apporter une certaine nuance, peut-être, en fonction de l'origine de la norme? Ici, on est face à une procédure qui est directement applicable devant les juridictions parce qu'elle trouve sa source dans un règlement. Alors, est-ce qu'on doit faire une différence entre les normes qui sont issues de règlements ou de directives? À ce stade-ci, on ne peut pas le dire puisque la Cour constitutionnelle ne l'a pas dit, mais ce sont des questions qui se posent. À ce stade-ci, donc, on doit déduire de cet arrêt de la Cour constitutionnelle que selon la Cour constitutionnelle, la procédure européenne d'injonction de payer ne constitue pas un modèle de référence qui s'impose aux législateurs belges qui viendraient à réfléchir à l'adoption d'une nouvelle procédure d'injonction de payer. Le point est important dans notre réflexion aujourd'hui, puisque la procédure européenne d'injonction de payer s'applique également aux litiges de consommation. Alors, ne s'applique pas comme un modèle. En tout état de cause, toute différence de traitement, comme je l'ai dit, n'est pas en soi discriminatoire, puisqu'il y a ce test de constitutionnalité à vérifier. Donc, quand bien même on viendrait à considérer qu'il y a une sorte de modèle à respecter par le biais des articles 10 et 11, ce modèle ne doit pas mener le législateur belge à respecter en tout point le modèle européen qui nous serait imposé. Le deuxième jalon processuel fondamental qui sous-tend toute procédure de recouvrement de créances incontestées, qui est inversée, est le droit au procès équitable. Alors, de nombreux développements ont déjà eu lieu sur le sujet. Je ne développerai pas davantage le point, sauf à vous dire qu'on peut, oui, inverser une procédure. Il faut pour cela respecter certaines conditions. Il faut que cette inversion soit justifiée et qu'elle repose donc sur une sur une justification raisonnable et objective. Et il faut également que le recours au débiteur, le recours au juge du débiteur, qui se voit délivrer un titre à son insu, soit pleinement effectif.
et donc que ce débiteur puisse avoir un plein accès aux voies de recours, aux informations concernant cette voie de recours, mais également un plein accès au titre qui lui est notifié, en dehors donc de tout obstacle, que ce soit financier, temporel ou autre. Le troisième jalon processuel fondamental, après donc le principe d'égalité et de non-discrimination, après les garanties du droit au procès équitable, est le droit européen de la consommation et procède donc d'une analyse de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de litige de consommation. Quels sont les principes en la matière? Très brièvement, vous le savez, depuis une quinzaine d'années, même plus, la Cour de justice de l'Union européenne confie au juge national un large pourvoir dans les litiges relatifs aux contrats de consommation et particulièrement les contrats susceptibles de contenir une clause abusive. Selon la Cour, le système de protection qui est mis en œuvre par la directive 93/13, dont vous a parlé Maître Balat, repose sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité, tant au niveau de l'information qu'au niveau de la négociation, ce qui implique et ce qui amène le consommateur à adhérer à des clauses qui ont été rédigées préalablement par le professionnel sans avoir de pouvoir de négociation, de modification de ces clauses. Cet état d'infériorité, nous dit la Cour de justice, ne peut être compensé que par une intervention extérieure aux parties. Intervention extérieure aux parties qui se traduit dans une obligation du juge de soulever d'office l'existence d'une clause abusive au sens de la directive 93/13. C'est important, ce faisant, la Cour de justice en fait poursuit un double objectif. Le premier est d'éviter, bien évidemment, que les consommateurs ne soient liés par des clauses abusives. Le deuxième est un effet incitatif, inciter les professionnels à ne pas utiliser de telles clauses. Alors, quelle est concrètement l'obligation du juge face à ce type de situation, donc de méconnaissance du droit européen de la consommation? Il a l'obligation de vérifier d'office la qualité de consommateur. Dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, ou peut en disposer sur simple demande, le juge est tenu de vérifier si la partie peut être qualifiée de consommateur, ce qui n'est pas nécessairement chose facile au vu de toutes les différences de définition qui existent dans les différents instruments en la matière. Il est tenu de prendre d'office toutes les mesures d'instruction qui s'imposent en vue de pouvoir apprécier le caractère abusif d'une clause. Il est tenu de respecter le principe du contradictoire et la faculté de renonciation du consommateur, de tirer d'office toutes les conséquences découlant du caractère abusif d'une clause, s'assurer que le consommateur ne sera pas lié par la clause, annulé, et dans certaines circonstances, prendre les mesures qui s'imposent pour assurer une protection effective et donc, dans certaines circonstances particulières, être en mesure de suspendre les éventuelles mesures d'exécution qui se fondent sur un titre lui-même, qui repose lui-même sur un contrat contenant une clause abusive. Alors, quelle est la portée de ces principes ? Quelles sont les normes qui doivent être contrôlées et qui doit les contrôler ? Quel juge doit contrôler, finalement, ce respect du droit de la consommation ? Tout d'abord, quelles sont les normes qui doivent être contrôlées ? La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a pris naissance initialement face à une clause attributive de juridiction qui était considérée comme abusive. Et puis c'est étendu à toutes les clauses qu'un juge pouvait considérer comme abusives. Et puis finalement, in fine, on constate que dès que la Cour de justice a la possibilité de confirmer sa jurisprudence quant à l'office du juge, elle le fait dans les litiges de consommation, finalement, quelle que soit la matière en cause, si bien qu'on peut, semble-t-il, aujourd'hui considérer que c'est tout le droit européen de la consommation qui est concerné par cette jurisprudence de l'office du juge. Quels sont les juges concernés ? On en vient ici, en réalité, à au point qui nous occupe, puisqu'on peut se poser la question, qu'en est-il en matière d'injonction de payer ? Avant de répondre à cette question, de tenter de répondre à cette question, comment la Cour répond-elle, elle, comment examine-t-elle les affaires et tente-t-elle de répondre à cette question ? Quel juge est tenu de soulever d'office ? Juge d'instance, juge d'appel, juge de l'exécution ? La question se pose. Il faut savoir que la Cour de justice de l'Union européenne procède à une étude particulièrement développée des procédures, des systèmes nationaux, procéduraux qui lui sont présentés, qui lui sont soumis. Et donc tirer peut-être de grands principes et de grandes théories n'est pas chose aisée.
Comment est-ce qu'elle procède? Elle procède à l'analyse de deux principes. La Cour admet qu'en raison de l'absence d'harmonisation en la matière, elle admet que les États membres limitent les pouvoirs du juge de soulever d'office l'existence d'une clause abusive, ou plus généralement, finalement, l'existence d'une méconnaissance du droit européen de la consommation. Pour autant que deux principes soient respectés, le principe d'équivalence et le principe d'effectivité. Elle admet donc des limitations, pour autant que ces limitations ne soient pas moins favorables que celles qui régissent des situations similaires soumises au droit interne, principe d'équivalence, et qu'elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l'Union européenne, principe d'effectivité. Et c'est sur ce principe d'effectivité que généralement la Cour va discuter. Comment apprécie-t-elle ce principe d'effectivité? Elle se fonde sur différentes considérations. Elle tient compte de la procédure dans son ensemble, la procédure nationale telle qu'on lui présente dans son ensemble, de son déroulement. Elle tient compte également de principes fondamentaux, tels le respect des droits de la défense, la sécurité juridique, le bon déroulement de la procédure. Et donc, à travers ces principes, donc essentiellement le principe d'effectivité, eh bien, la Cour nous dit finalement quel juge est tenu ou n'est pas tenu de soulever la méconnaissance du droit européen de la consommation. Alors, qu'en est-il en matière d'injonction de payer? Quid lorsqu'on inverse l'ordre des choses? Il ne fait pas doute que le juge de l'opposition, qui sera saisi sur opposition du débiteur, doit, lui, soulever d'office le caractère abusif d'une clause ou la méconnaissance, plus généralement, du droit européen de la consommation. Mais quid au stade unilatéral? Est-ce que l'on doit prévoir qu'un juge va contrôler les clauses abusives, va contrôler le droit européen de la consommation au stade unilatéral? C'est la question qui se pose, la question qui a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Banco Español de Crédito du 14 juin 2012, qui a donné lieu donc à un arrêt du 14 juin 2012. À cette jurisprudence s'ajoutent également deux arrêts, l'arrêt Finan Madrid du 18 février 2016 et l'arrêt Actif Capital Portfolio du 21 juin 2016, qui concernent tous les trois la procédure d'injonction de payer espagnole. Il y a une affaire qui est actuellement pendant devant la Cour et qui concerne la procédure d'injonction de payer polonaise. C'est l'affaire C-176-17. On sera donc curieux de voir ce que la Cour prononcera dans cette affaire, puisqu'elle met clairement en évidence la procédure polonaise où le contrôle d'office des clauses abusives n'est pas permis au stade unilatéral de la procédure d'injonction de payer. D'autres cas d'inversion du contentieux ont amené la Cour également à se prononcer sur le rôle du juge en cas d'inversion du contentieux sont les arrêts du 10 septembre 2014 et 1er octobre 2015 qui sont mentionnés dans le PowerPoint. L'arrêt fondamental est l'arrêt Banco Español de Crédito. Que nous dit la Cour dans cet arrêt? La Cour de justice de l'Union européenne va considérer que le système espagnol, qui ne permet pas au juge saisi d'une demande d'injonction payée, alors qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet, de soulever d'office le caractère abusif d'une clause. Si l'on s'en limite à cette analyse de l'arrêt, on peut se demander finalement si la Cour ne condamne pas les procédures d'injonction de payer qui ne permettent pas ce contrôle au stade unilatéral de ces procédures renversées de recouvrement de créances incontestées. Mais en analysant l'arrêt de façon peut-être un peu plus minutieuse, je me suis permise d'en déduire un autre enseignement d'une voie de secours, qui serait évidemment à confirmer dans d'autres arrêts de la Cour de justice. En réalité, dans l'arrêt Banco Español de Crédito, la Cour de justice va pointer les différents aspects de la procédure espagnole, puisque je vous l'ai dit, elle procède à l'analyse de la procédure dans son ensemble au regard du principe d'effectivité, et elle va pointer les différentes particularités de la procédure espagnole qui entravent l'accès du débiteur au juge de l'opposition. Elle va constater que, dans certains cas, le débiteur doit se faire représenter par un avocat pour s'opposer. Elle va constater que le délai d'opposition n'est que de 20 jours, ce qui est extrêmement peu. Elle va constater que les informations qui sont données au débiteur dans le titre qui lui est notifié ou signifié ne sont pas parfaites, ne sont pas complètes. Elle va se demander si au final le consommateur a bien conscience des droits qu'il pourrait invoquer à l'égard de l'injonction de payer. Et donc elle va considérer qu'au vu de toutes ces circonstances prises dans leur ensemble, dans leur globalité, le débiteur n'a pas un plein accès au juge de l'opposition.
Alors si en amont on ne permet pas le contrôle des clauses abusives et qu'en aval le plein accès au juge de l'opposition n'est pas garanti, il y a là une méconnaissance de la directive 93/13. C'est donc la deuxième voie que j'ai déduite de cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En additionnant à l'arrêt Banco Español de Crédito, l'arrêt Finan Madrid, j'ai dégagé 3 voies de lecture en la matière. La première voie, c'est la voie royale, qui consiste donc à prévoir le contrôle d'office des clauses abusives du droit européen de la consommation au stade unilatéral de la procédure d'injonction de payer. Évidemment, une telle voie nécessite d'imposer aux créanciers de produire les documents contractuels utiles au contrôle du droit européen de la consommation. La deuxième voie que j'ai déduite, et j'insiste avec prudence, de la jurisprudence de l'Union européenne, consiste à ne pas prévoir un contrôle au stade unilatéral, mais bien au stade de l'opposition, tout en assurant par ailleurs le plein accès aux débiteurs, au juge de l'opposition. Particularité, cette deuxième voie qui nécessiterait confirmation, nécessite en tout état de cause d'être confrontée au principe d'égalité et de non-discrimination. Il ne faudrait pas que surgisse une discrimination entre le débiteur qui est impliqué dans une procédure ordinaire et qui, même sans comparaître, va bénéficier d'un contrôle d'office des clauses abusives, alors que le débiteur impliqué dans une procédure inversée devrait lui s'opposer pour bénéficier de son contrôle d'office. Donc on a un cumul, selon moi, du droit de l'Union européenne et de ce principe d'égalité, non-discrimination, qui nous amène à interpréter avec prudence et à accepter peut-être avec prudence la deuxième voie que je déduis de l'arrêt Banco Español de Crédito. Enfin, une troisième voie pourrait être envisagée et a été envisagée par la Cour de justice dans son arrêt Finan Madrid, qui analysait le système espagnol qui, dans l'intervalle, avait été modifié à la suite de la jurisprudence Banco Español de Crédito. Et la Cour de justice, dans cette affaire, va valider le système espagnol qui ne prévoit pas le contrôle des clauses abusives au stade unilatéral, qui ne le prévoit pas, ou en tout cas qui n'a pas été effectué au stade de l'opposition, parce qu'il n'y a pas eu d'opposition, mais qui le prévoit au stade de l'exécution. Cela étant, cet enseignement de la Cour de justice, qui accepte que ce ne soit pas fait au stade unilatéral, mais au stade de l'exécution, doit selon moi être cantonné au cas espagnol, où en Espagne, comme vous le savez, le juge est saisi à l'entame, avant la procédure d'exécution. Il est donc saisi de façon systématique. Et donc ce contrôle est systématique. On n'attend pas nécessairement du débiteur qu'il s'oppose aux mesures qui sont prises à son encontre. Alors qu'en déduire, qu'en conclure pour nous, juristes belges, qui réfléchissons à une procédure de recouvrement de créances incontestées dans les matières de consommation, dans le recouvrement des créances de consommation. Vous l'aurez compris, il me semble préférable, prudent, de suivre la voie royale et d'imposer donc un contrôle des clauses abusives du droit européen de la consommation au stade unilatéral. Ce qui nous amène à mettre en place, selon moi, une procédure qui confie au juge le pouvoir d'effectuer ce contrôle au stade unilatéral, qui impose au créancier de produire les éléments de preuve à l'appui de sa créance. Petite parenthèse avant d'aller plus loin. Qu'en déduire, qu'en conclure, je voulais préciser d'abord que ce n'est pas évident de conclure quoi que ce soit ici, vous l'avez compris, puisque la Cour de justice procède à une analyse qui est minutieuse, mais qui est à la fois globale et qui est concrète, et donc il n'est pas évident de dégager des pistes certaines de sa jurisprudence. Et il faut savoir par ailleurs que la Cour de justice est pleinement consciente de ce qu'elle est en train de faire et de ce qu'elle est en train de dire. Dans son arrêt Banco Español de Crédito, la Cour de justice s'est volontairement dégagée des conclusions de son avocat général, où l'avocat général, lui, attirait l'attention de la Cour. Elle a dit, attention, si vous venez à prononcer un principe selon lequel le contrôle doit se faire au stade unilatéral, vous allez devoir remettre en cause toutes les procédures qui existent, enfin de nombreuses procédures qui existent dans les différents États membres, où c'est parfois pas le juge qui délivre le titre, mais le greffier, où c'est parfois une procédure qui n'est pas documentaire, mais qui est non documentaire, où on n'impose pas au créancier de produire le contrat. Bref, ça va avoir des effets qui vont contrer l'efficacité de ces procédures de recouvrement de créances qui sont répandues dans tous les États membres. Attention, l'effet n'est pas souhaitable, n'est pas désirable, nous dit l'avocat général. La Cour de justice s'écarte volontairement, donc elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc voilà, on attend des confirmations. Comme je l'ai dit, donc,
à mon avis, la voie royale s'impose. La voie royale s'impose, elle n'impose pas, à mon sens, d'assurer un principe du contradictoire au stade unilatéral, en ce sens que si le juge constate l'existence de clauses abusives lors de son contrôle unilatéral, il ne doit pas convoquer le créancier pour lui dire « Oh là, il me semble qu'il y a une clause abusive, mettons en œuvre ce principe du contradictoire. » Pour moi, le principe du contradictoire est un principe qui peut connaître certaines exceptions dans certaines circonstances. On est, selon moi, dans des circonstances qui justifient qu'on déroge au principe du contradictoire ici, dans la mesure où le créancier savait très bien qu'il recourait à une procédure simplifiée, à la condition, évidemment, qu'il ait une voie de recours contre cette décision qui serait prononcée et qui viendrait constater l'existence de clauses abusives. En synthèse donc, à mon avis, tout simplement, la procédure de RCI, le champ d'application de la procédure du RCI ne peut purement et simplement être étendu au recouvrement des créances en B2C. L'état d'infériorité, de faiblesse du consommateur nécessite des aménagements. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait prévoir peut-être un forfait comme c'est fait dans la procédure de RCI, indépendamment de la question de savoir qui va effectuer ce contrôle? Est-ce que l'on pourrait encadrer le pouvoir du juge et fixer un forfait, comme dans la procédure de RCI? Pourquoi pas, mais deux objections. Première objection, c'est que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque le juge effectue son contrôle des clauses abusives, il doit tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire. Alors limiter finalement son pouvoir de contrôle. Il y a un arrêt récent du 17 mars 2016 où la Cour de justice se prononce justement dans une hypothèse où les pouvoirs de contrôle du juge étaient limités et où elle a refusé le système en l'espèce. Et puis en tout état de cause, imposer un plafond, comme on le fait dans les RCI, ne prend pas en considération toutes les clauses abusives. Comme Maître Balat l'a dit, il y a le principe de réciprocité. Alors ce n'est pas en fixant finalement un plafond qui est plus ou moins le milieu de ce que toutes les juridictions opèrent comme révision, enfin pas comme révision, mais comme admettent finalement comme taux plutôt d'intermoratoire ou comme taux de clause pénale qui viendrait solutionner ici le problème puisqu'il y a d'autres cas de clauses abusives que le montant excessif de la clause en elle-même. Voilà, dans une procédure idéale qui serait revue, qui serait simplifiée pour les créances en B2C, il me semble inévitable de revoir la signification, si pas dans son principe à tout le moins dans ses montants et dans sa fiscalité. Vous le savez, on arrive à des montants qui sont disproportionnés dans le recouvrement de masse et qui invitent à une réflexion qui serait évidemment globale en la matière. Une procédure inversée pour les litiges de consommation nous impose de réduire les frais. Les frais, les droits de mise au rôle, mais également les frais de représentation. Pour moi, un principe de neutralité doit s'appliquer. Principe de neutralité qui impose finalement que les frais qui seraient mis à charge de la partie qui succombe au terme de la procédure d'opposition, qui fait suite à la procédure d'injonction de payer, seraient identiques aux frais mis à charge d'une partie qui succombe dans le cadre d'une procédure ordinaire. Il en va, selon moi, du principe d'égalité. Des voies de contestation claires devraient être mises en place. Voies de contestation en déant un délai d'un mois à dater de l'opposition, en déant un délai d'un mois à dater de la notification, de la signification, plutôt de l'injonction de payer, mais également une voie d'opposition extraordinaire qui tient compte peut-être et qui est permise dans des circonstances où le débiteur consommateur n'a pas pu s'opposer dans le délai pour des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté. Voie de contestation qui est également offerte lorsque le débiteur consommateur ne s'est pas opposé dans le délai pour des circonstances exceptionnelles qui sont peut-être les circonstances exceptionnelles certaines qui sont reprises dans les articles relatifs à la requête civile, un dol, une fraude du créancier, la découverte de pièces ou d'éléments pertinents après l'expiration du délai d'opposition. Voilà toutes les garanties qui devraient pour moi se trouver place dans cette procédure de recouvrement de créances incontestées dans les litiges de consommation. En conclusion, vous l'avez compris, on marche un peu sur des œufs, rien n'est sûr en la matière. On attend plusieurs arrêts des hautes cours. La Cour constitutionnelle sur le recours en annulation concernant le RCI, une confirmation de la Cour de justice de l'Union européenne quant à l'interprétation que j'ai faite de l'arrêt Banco espagnol des créditos et un arrêt de la Cour constitutionnelle qui viendrait un peu nous aiguiller quant à la position de la Cour constitutionnelle sur les discriminations à rebours. Voilà, je vous remercie pour votre attention.